Et aujourd'hui, une conférence spécifique sur l'HEMS, l'Helicopter Emergency Medical Services. On a tous entendu passer et vu passer ces hélicoptères sans trop réellement savoir quels étaient le but et leur mission. Et c'est ce que va nous expliquer Monsieur Van den Aven, qui est pilote professionnel et qui a une longue expérience, une longue carrière au sein de l'aviation légère de l'armée de terre en tant que pilote d'hélicoptère, mais aussi dans tout un tas de services et de sociétés qui ont fait et qui font toujours du transport EMS. Et donc, je ne vais pas rentrer plus dans la présentation de notre conférencier ce soir, car dans son début de planche, il fait un bilan de son parcours. Mathieu, merci d'avoir accepté encore d'animer cette conférence. Moi, si je comprends mieux, Tu comprends mieux. j'entends, mais je comprends pas. Attends, 2 secondes. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez penser, s'il vous plaît, à couper vos caméras et vos micros pour laisser notre conférencier intervenir, s'il vous plaît? Laissez notre conférencière, après je n'ai pas compris. Je n'ai pas vu qui parlait. Excusez-moi, madame, s'il vous plaît, pensez à couper votre Excusez-moi, micro. madame, s'il vous plaît. Attends. Monsieur et madame Ribou, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez couper votre Madame micro? Attends. Merci. Ah, c'est les aléas des vidéoconférences. Bon, je vais reprendre. Donc, merci de m'accueillir ce soir et de permettre de vous faire une petite présentation sur les opérations sanitaires héliportées. Je vais vous présenter un petit peu ce qui se fait sur notre territoire et puis comparer un petit peu les missions et par rapport à l'exploitation en France et puis un petit peu ailleurs. Je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Mathieu Van den Aven. Je suis pilote professionnel et instructeur sur hélicoptère. J'ai 46 ans et j'ai débuté une carrière en fait dans la latte. J'ai fait une quinzaine d'années dans la latte, donc avec des vieux souvenirs pour certains, où j'ai volé essentiellement sur hélicoptère Gazelle et puis un peu sur hélicoptère Fennec. Et puis à l'issue de cette carrière dans l'armée, j'ai intégré en fait une compagnie privée qui avait un contrat avec différents hôpitaux pour travailler comme pilote en SAMU. Donc, je travaillais sur les SAMU d'Orléans, de Dijon et de Marseille. Et puis, je suis resté 6 ans pilote en compagnie. Et puis, j'ai créé il y a maintenant 5 ans une société, ma propre société, pour apporter mon expertise aéronautique comme pilote instructeur partout dans le monde, en France et partout dans le monde. Et je continue à mener des opérations pour des opérateurs en SAMU. Donc, je continue à faire quelques missions de remplacement de pilotes en SAMU. Et puis, j'ai l'occasion d'échanger avec des pilotes ailleurs dans le monde. Voilà pour la petite présentation. Au sommaire ce soir, donc, je vais vous parler de l'organisation des hélicoptères sanitaires en France. Et puis, je vous présenterai le déclenchement, le déroulé d'une mission type SMUH. Alors, je vous expliquerai après ce que veut dire cet acronyme SMUH, puisque dans l'aéronautique, on adore les acronymes. Et enfin, je finirai par une partie dédiée au danger et à la sécurité des vols, parce que c'est important dans nos missions. Alors, pour commencer, un petit peu d'organisation, comment s'est organisé, comment sont organisées les opérations sanitaires héliportées en France. On a différents types d'aéronefs. On a des appareils d'État et des appareils privés. Quand on parle en fait d'opérations sanitaires, on va parler plutôt d'aéronefs privés. Mais c'est vrai qu'à l'esprit des gens, quand on pense hélicoptère sanitaire, on pense hélicoptère de secours. Or, le secours aérien est principalement réalisé par des hélicoptères d'État. Dans les hélicoptères d'État, tout le monde a déjà vu, aperçu, croisé, entendu ou connaît les hélicoptères de la sécurité civile, qu'on appelle les dragons, qui font leur mission principale, ce sont les opérations en zone difficile et en zone urbaine. C'est pour ça qu'on va les trouver principalement positionnés en zone montagneuse, près des côtes et près des grandes villes.
des grandes agglomérations, parce que voilà, c'est le cœur de leur métier pour les missions de secours. Ce sont également des hélicoptères qui réalisent des missions de police, puisqu'ils travaillent pour le ministère de l'Intérieur. On va trouver également les forces aériennes de la gendarmerie nationale qui réalisent, parce que c'est historique, du secours en montagne en liaison avec les pelotons de gendarmerie de haute montagne. Donc eux sont vraiment prépositionnés en montagne et assurent le secours en montagne hors domaine skiable. Et puis, ils réalisent également quelques missions sanitaires SAMU. Alors, j'ai marqué sur ma diapo si le vecteur est indisponible, c'est-à-dire que dans une région, le SAMU, soit il peut ne pas être équipé d'un hélicoptère dédié au SAMU pour réaliser les missions, soit cet hélicoptère est parti sur une autre mission et est indisponible. Et dans ce cas, l'hôpital, le SAMU peut faire appel à un hélicoptère de la gendarmerie nationale pour réaliser sa mission à son profit. Mais ce ne sera uniquement que si ce vecteur n'est pas disponible. La Marine nationale fait des missions de secours également, puisqu'elle fait des missions, ce qu'on appelle SAR, du Search and Rescue, ce sont des missions de recherche et sauvetage. Donc elle va s'occuper du domaine maritime et assurer le secours aux navires, aux bateaux qui sont en détresse, aux équipages qui sont en détresse en mer. Et puis enfin, l'armée de l'air, qui elle fait des missions, ce qu'on appelle SATER, c'est le sauvetage aéroterrestre, et ce sont les missions en fait de recherche d'aéronefs perdus, en détresse, liés à des accidents d'aéronefs, pas forcément militaires, tout aéronef civil ou militaire qui peut être perdu sur notre territoire. La mission sera déclenchée par l'armée de l'air et après coordonnée avec éventuellement d'autres moyens. Ça, c'est pour la partie hélicoptère d'État sur des missions principalement ce qu'on appelle de secours. Ces hélicoptères travaillent sous une réglementation qu'on appelle CAM. La CAM, c'est la circulation aérienne militaire et c'est différent de la circulation aérienne civile. Ce sont des règles de vol qui sont particulières, qui leur sont propres, qui sont les mêmes que pour tous les hélicoptères militaires, c'est-à-dire que l'hélicoptère de l'ALAT, l'hélicoptère de la Marine nationale, les hélicoptères de l'armée de l'air, l'hélicoptère de la gendarmerie, l'hélicoptère de sécurité civile, travaillent tous sur une réglementation CAM, donc une réglementation particulière et des minima avec des normes qui sont les leurs et qui sont propres. Ça veut dire aussi que les missions qui sont réalisées, elles sont sous la responsabilité de l'État. Et c'est important de le dire, parce que en cas d'accident, en cas d'événement lié à l'utilisation d'un hélicoptère d'État, eh bien c'est l'État qui est responsable de ces missions et j'ai envie de dire l'État qui est responsable des tiers. Donc l'État, il va assurer le vol, il va assurer les tiers, et c'est vraiment lui qui couvre le domaine d'exploitation. Et ça, c'est un point quand même qui est très important. À côté de ça, on a des hélicoptères privés. Alors, on n'en a pas forcément conscience, mais le SAMU, ce sont des hélicoptères privés. Ce sont des hélicoptères qui sont mis en place par des contrats d'appel d'offres avec les hôpitaux. Et l'équipage, la compagnie qui remporte ce contrat d'appel d'offres, généralement, aujourd'hui, on est sur des durées entre 7 et 10 ans. Il y a encore peu, c'était des durées de 5 ans, ce qui était assez court. Aujourd'hui, on est sur des durées de 7 à 10 ans sur les appels d'offres. Donc, la compagnie qui remporte cet appel d'offres met à disposition un appareil, un ou plusieurs appareils, et les équipages qui permettent de réaliser ces missions. Et uniquement ça. Les missions qui sont réalisées par le SAMU peuvent être classées différemment, peuvent être classées urgentes, non urgentes, mais ce sont des missions qui sont médicalisées, c'est-à-dire qu'il y a systématiquement un médecin à bord. On peut trouver également une autre classification de type de mission qu'on pourrait classer, ce sont des missions sanitaires, mais qui ne sont pas forcément réalisées directement par le SAMU, ou en tout cas qui ne sont pas forcément réalisées avec des normes spécifiques d'opérations médicalisées, c'est ce qu'on appelle le vol ambulance, et ce sont généralement des missions non urgentes, donc non médicalisées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de médecin à bord. C'est un petit peu la différence que vous pouvez trouver sur la route entre une ambulance déclenchée par le SAMU, un moyen ce qu'on appelle SMUR, qui part faire l'intervention avec un médecin, et puis un transport sanitaire réalisé par une ambulance privée, parce que il y a une distance particulière à parcourir, quelque chose qui peut être programmé. Voilà, ce sont
c'est une classification qui est à faire, et l'ensemble est réalisé par des hélicoptères privés. Ces hélicoptères privés, ils sont exploités sous la réglementation de transport public de passagers, ce qu'on appelle le CAT. Le CAT, c'est une norme de réglementation, c'est le Commercial Air Transport, c'est ce qu'on appelle la réglementation UE Aerops. Alors UE, c'est pour l'Union européenne, et l'Aerops, donc c'est la réglementation qui définit toutes les opérations aériennes civiles dans toute l'Europe pour les avions et les hélicoptères, que ce soit commercial ou non commercial. Dans tout cas, les hélicoptères en SAMU fonctionnent avec des règles de transport public de passagers. Ce sont les mêmes règles que pour aller d'un point A à un point B avec un avion ou un hélicoptère, ou que pour faire des baptêmes de l'air. Ce sont les mêmes règles. En SAMU, la différence, c'est que on a une classification spécifique qui s'appelle le CAT HEMS. Donc HEMS, c'est l'acronyme anglais qui veut dire Helicopter Emergency Medical Services. Et l'acronyme français, le fameux SMUH, qui est le service médical d'urgence par hélicoptère. Donc, ce classement, cette norme spécifique découle du CAT, c'est-à-dire que c'est une branche spécifique du transport public de passagers. Le vol ambulance, lui, en revanche, est un vol de transport public de passagers tout à fait standard, qui bénéficie d'aucun allègement particulier et d'aucune différence par rapport à un vol classique qui serait réalisé de A vers B pour transporter des gens. C'est un vol absolument normal, simplement il est dans des conditions spécifiques et avec des équipements un petit peu spécifiques. Mais comme il n'y a pas d'urgence, c'est un vol classique. Une des particularités de ce classement en norme CAT HEMS ou SMUH, c'est d'abord la composition de l'équipage. L'équipage est peut-être composé de 2 pilotes ou d'un pilote assisté d'un membre d'équipage technique SMUH, qu'on peut appeler aussi TCM ou Technical Crew Member. C'est obligatoire. On ne peut aujourd'hui pas faire d'opérations SMUH, HEMS en SAMU, sans avoir un équipage composé soit de 2 pilotes, soit d'un pilote assisté d'un TCM. Ça n'est pas possible. C'était possible encore il y a quelques années, ça n'est plus possible aujourd'hui. On demande pour cette norme, cet agrément spécifique, une expérience minimale assez élevée des pilotes, c'est-à-dire que pour le pilote aux commandes devra avoir à minima 1000 heures de vol, dont 500 heures de vol comme commandant de bord. Ce sont des exigences qui ne sont pas appliquées pour des vols traditionnels, pour des pilotes qui feraient des opérations dans d'autres domaines. Mais pour ce type d'opération, c'est le minimum qui est demandé. Et puis on peut appliquer, l'avantage c'est qu'on peut appliquer des minima météo ABC, c'est-à-dire qu'on peut voler avec des conditions météo qui sont plus basses que pour les vols traditionnels. C'est tout l'intérêt en fait des normes SMUH, des normes HEMS, c'est de pouvoir voler avec des minima un peu ABC. Les dimensions des aires de posée également sont plus faibles pour pouvoir se poser. On doit se poser avec une taille de dimension d'aire de posée, c'est 2D de jour et 2D x 4D de nuit. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que 2 fois la dimension de l'hélicoptère de jour, ou de nuit, c'est 2 fois la dimension en largeur et 4 fois en longueur. Voilà, ça donne une idée. Pour un hélicoptère qui ferait une quinzaine de mètres, ça fait une trentaine de mètres de jour et 30 x 60 pour la nuit. Alors là, un exemple de ce qu'on peut trouver sur les tableaux de normes aéronautiques en opération HEMS. Avec un seul pilote accompagné d'un membre d'équipage technique, on a des minima qui sont abaissés avec des plafonds et des visibilités plus basses. Donc ça, c'est un tableau qui peut intéresser les pilotes s'il y en a parmi nous. Avec 2 pilotes, les normes sont encore un petit peu plus basses. Ce sont des valeurs qui sont plus basses que celles qui sont appliquées par les hélicoptères standards, puisque un hélicoptère standard ne pourrait pas descendre à 300 pieds, il n'aurait pas le droit, ça n'est pas possible. Là, c'est possible, il a la possibilité de pouvoir descendre beaucoup plus bas. Et puis derrière en complément de ces types d'opérations, on a également des missions qui sont réalisées par des hélicoptères privés
mais qui ne sont pas des opérations SMUH, qui sont des opérations particulières et qui rentrent dans un règlement un petit peu à part, qu'il ne faut pas confondre avec les opérations SMUH, les opérations sanitaires. C'est le secours en montagne, le secours sur piste, qui en fait est réalisé au bénéfice par des opérateurs privés au bénéfice des stations de ski et qui rentre dans un cadre spécifique d'opération. Et puis les hélicoptères bombardiers d'eau, ce qu'on appelle les HBE, qui réalisent des missions en fait pour l'État, mais ce sont des hélicoptères civils, mais ce sont vraiment des missions sous un règlement national. Ce ne sont pas des missions de secours et elles ne répondent pas aux normes de transport public ou aux normes civiles européennes d'exploitation. Ce sont vraiment des missions très particulières. J'ai des petites cartes à vous présenter sur les moyens héliportés. Alors j'ai une carte qui m'a été fournie qu'on m'avait transmise, qui a été éditée par le ministère de l'Intérieur. Alors elle date de 2019, donc elle n'est pas forcément tout à fait à jour, mais elle permet de voir un peu la répartition, si vous voyez les points sur la carte, de tous les hélicoptères, que ce soit en SAMU ou en secours, c'est-à-dire pour les hélicoptères d'État sur le territoire. Ce qui est intéressant avec cette petite carte, même si elle date de 2019, c'est qu'on voit quand même pas mal de zones blanches. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le territoire national, il y a des endroits où il y a peu d'hélicoptères. Si on prend le sud-est de la France, puisque je vous parle actuellement de Marseille, dans le sud-est de la France, on est extrêmement bien loti. Si on prend les régions centre, les régions nord-est, c'est beaucoup plus difficile. Il y a des départements qui n'ont pas d'hélicoptères. Il y a parfois jusqu'à 3-4 départements côte à côte qui n'ont pas d'hélicoptères. Ça peut être, ça représente vraiment, il y a vraiment une différence d'une région à l'autre et une répartition qui est pas vraiment très équitable en fait sur l'ensemble du territoire. Alors j'ai d'autres cartes qui là sont extrêmement à jour, qui m'ont été fournies il y a une quinzaine de jours par l'organisme qui s'appelle UniAchat. Cet organisme, en fait, il est chargé d'aider les hôpitaux à répondre aux appels d'offres, y compris pour la mise en place des hélicoptères. Et donc là, vous allez retrouver en fait la carte des bases SAMU, uniquement SAMU, avec sur la carte de gauche les types de machines pour ceux qui sont intéressés. Donc ça va du Dauphin le Dauphin est basé en Guyane, principalement de l'EC-135 ou de l'EC-145. Et puis, on commence à voir doucement arriver de l'Agusta 109 Tracker. On en a un à Rouen qui va être mis en place. Et on peut regarder donc toujours sur la carte de gauche, on a 3 compagnies en fait françaises qui se partagent le marché. On a la compagnie Babcock MCS France qui se partage une partie des bases, la compagnie SAF Hélicoptère avec une autre partie des bases, et puis le groupe HBG France. HBG France, c'est le groupe Mont-Blanc Hélicoptère, Hélicoptère de France, voilà, qui est aussi une partie du marché. Et puis sur la carte de droite, on a la répartition par disponibilité, c'est-à-dire que certaines bases sont ouvertes, proposent un service 24 heures sur 24, c'est-à-dire que à tout moment du jour ou de la nuit, on peut avoir un hélicoptère disponible pour le SAMU pour faire des missions, si la météo le permet, bien sûr. C'est pas le cas de tous les hôpitaux, c'est pas le cas dans toute la France. Donc les petits points bleus, c'est les villes qui bénéficient de cet hélicoptère disponible H24, pour lequel on aura 2 pilotes, un pilote la journée, un pilote la nuit. Et puis les petits points bleus et roses, en fait, ce sont des hélicoptères qui sont disponibles la journée uniquement, c'est-à-dire que la nuit, il n'y a pas d'équipage disponible et on ne peut pas appeler le pilote. Parce qu'il est tenu de se reposer et si on doit l'appeler, ce sera uniquement par réquisition et ça veut dire que le lendemain, il ne sera pas disponible. Voilà pour ces petites cartes. Et ailleurs en Europe, comment ça se passe en termes d'organisation? C'est un petit peu différent parce que le marché, en fait, il est partagé entre des fondations, des organismes privés qui sont financés par les assurances ou des compagnies privées. Alors on va trouver la DAC en Allemagne, la DRF, la REGA, pour des noms qu'on connaît. Le CMH, c'est en Belgique, le Centre médical héliporté de Bras-sur-Vienne. Des grosses compagnies, INAIR, Babcock, Eli Lombardia. Ce sont des gens qui se répartissent les différentes opérations, avec une particularité
qui n'est pas des moindres, c'est que ailleurs en Europe, l'équipe médicale fait partie des membres d'équipage. C'est-à-dire que les opérateurs, quel que soit le type d'opérateur, que ce soit une compagnie ou une fondation ou un organisme privé, fournit l'hélicoptère, l'équipage et l'équipe médicale avec l'équipement qui va à bord. En France, ce n'est pas le cas. En France, l'équipe médicale, ils sont considérés comme des passagers, ce sont des passagers médicaux, et les opérateurs ne fournissent que l'hélicoptère et son équipage. En fait, en France, on a une petite particularité, c'est qu'on n'a pas de délégation du service d'urgence. Donc on ne peut pas demander à une société privée, qui n'est pas un service d'État, d'assurer une mission de secours. Ce qui est le cas à l'étranger. Alors ça a un impact qui n'est pas des moindres, puisque en fait en France, dans la composition de l'équipage, on met devant un pilote et un membre d'équipage qui appartiennent à une compagnie aérienne, et derrière on met une équipe médicale fournie par l'hôpital. Et ça fait un nombre de personnel qui est parfois plus important que dans les autres pays, où le personnel médical peut avoir des fonctions à bord et peut assurer l'assistance au pilote et assurer la fonction de membre d'équipage. Ce qui veut dire que potentiellement on peut avoir une personne en moins à bord de l'hélicoptère, donc en fait une capacité opérationnelle supérieure, puisque une personne en moins, c'est du carburant en plus, c'est de l'équipement en plus, c'est des performances éventuellement qui augmentent. Voilà pour la particularité au niveau de l'Europe. Et puis, bien, on a vu un petit peu cette organisation. J'espère que je ne suis pas allé trop vite. Maintenant, je vais vous présenter la façon dont ça se déclenche une mission SMUH. Donc, une mission demandée par un SAMU. Le SAMU, c'est le service d'aide médicale d'urgence. C'est-à-dire que c'est un service qui reçoit des demandes d'assistance et puis qui coordonne des moyens. Les moyens, ils sont coordonnés par voie routière avec des services SMUR, du service médical d'urgence par voie routière. Et puis, si on a des moyens hélicoptères à disposition, il déclenche un hélicoptère en mission SMUH, en service médical d'urgence par hélicoptère. L'équipage, le pilote, il attend à son bureau. Il est de permanence, donc un équipage de jour, un équipage de nuit si la base est H24. Donc un équipage, c'est un pilote et un membre d'équipage technique. On pourrait dire que ce serait 2 pilotes, sauf qu'en France, pour des raisons économiques, on n'utilise pas 2 pilotes. On a toutes les bases sont équipées, sont mises en place avec un pilote et un membre d'équipage technique. Donc, cet équipage est à disposition à l'hôpital et attend en fait que la mission se déclenche. L'attente peut être très longue. Il y a des journées qui sont extrêmement longues. C'est pas de l'attente à rien faire. C'est vraiment de l'attente de l'appel. C'est-à-dire que le pilote et le membre d'équipage préparent en permanence le vol dans l'éventualité où celui-ci se déclencherait. Donc l'hélicoptère est prêt à décoller. La météo, elle est connue en permanence. Toutes les 30 minutes, le pilote regarde la météo. Il est constamment en fait à l'affût de cet appel téléphonique de la régulation. Lorsque l'appel sonne enfin, le régulateur, c'est un médecin, ou un personnel de régulation, va indiquer le type de mission au pilote, c'est-à-dire est-ce que c'est une mission primaire ou secondaire. Alors, cette classification primaire ou secondaire, c'est simplement une classification médicale. Primaire, c'est qu'on va chez les gens, en fait, où on va directement sur un lieu d'intervention, sur un accident de la route, par exemple, où on va se poser vraiment à proximité d'un lieu d'habitation pour une intervention chez les gens. Et secondaire, c'est du transport interhospitalier, et c'est rapatrier un patient d'un hôpital à un autre parce que il n'y a pas les moyens suffisants dans un hôpital, où il y a une intervention particulière à faire. Donc le secondaire, c'est le transport interhospitalier. Donc, primaire, mission d'assistance à personne sur site. Secondaire, transport interhospitalier. On appelle ça aussi le TIH. Ensuite, le régulateur va indiquer le niveau d'urgence éventuel, parce qu'une mission TIH, elle peut être programmée. On peut très bien dire au pilote, le créneau, la disponibilité, le patient est attendu à telle heure sur tel hôpital, on voudrait s'organiser pour qu'il soit à telle heure sur tel hôpital. Pour une mission primaire, par contre, le degré d'urgence est immédiat, le départ est immédiat. Pour une mission primaire, on va avoir
des précisions qui sont forcément l'adresse de l'intervention, éventuellement des coordonnées qui vont nous être transmises. Par contre, jamais nous ne recevons, les pilotes ne reçoivent de précision médicale. Et nous ne voulons absolument pas savoir la raison pour laquelle on nous déclenche. On veut simplement savoir le lieu et le motif, le classement primaire ou secondaire, parce que ça nous indique quel type de vol. Mais jamais de précision médicale. Alors pourquoi on ne veut pas de précision médicale? Eh bien, tout simplement parce qu'on ne veut pas que ça influence sur notre prise de décision. Parce que, suivant la météo, il est possible qu'on refuse la mission. Et si des précisions médicales étaient apportées à la demande de mission, ça pourrait avoir une influence et ça pourrait potentiellement déclencher une prise de risque de la part de l'équipage, ce qu'on ne veut pas. Donc l'équipage, lui, au téléphone, tout ça se fait au téléphone. L'équipage, il va confirmer la faisabilité. Alors ça se fait en fonction de la météo, parce que la météo, c'est un peu notre principale problématique. Suivant les régions, il fait pas toujours beau suivant la saison. La nuit, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, on est très attentif à la météo et c'est vraiment le critère principal de faisabilité de la mission. Après, ça peut être en fonction de l'accessibilité du site. De jour ou de nuit, parce que certains sites ne sont pas accessibles de nuit, certains hôpitaux ne sont pas accessibles de nuit parce qu'il n'y a pas de balisage lumineux. Il n'est pas possible de se poser de nuit sur une zone qui n'est pas reconnue parce que on n'a pas les équipements nécessaires pour pouvoir le faire, donc ça peut être très compliqué. Et puis de jour, l'endroit peut être complètement inaccessible et parce qu'on saura dès le départ que c'est un accident de VTT au milieu de la forêt et qu'il va falloir se poser un peu plus loin. Donc ça peut avoir des impacts sur la faisabilité de la mission. Donc la météo et l'accessibilité du site va permettre au pilote de dire j'y vais pas, go, no go. Et ça va s'arrêter là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le pilote dit ce n'est pas possible, la mission s'arrête là et le SAMU va réguler sa mission autrement et on ne reviendra pas dessus. Et puis, à partir du moment où le pilote accepte la mission, là, éventuellement, il va demander des précisions. Il va pouvoir demander des précisions médicales. Pourquoi? Parce que ça va peut-être influencer l'équipement qu'il va emmener à bord, la masse du patient, des choses comme ça qu'il va avoir besoin pour faire sa préparation de mission. Donc, parfois, il nous arrive que ce soit pas go ou no go, c'est-à-dire que on essaie toujours de proposer une solution, sauf si vraiment les conditions ne nous permettent pas de décoller. Mais si les conditions à l'arrivée, au lieu d'arriver, ne sont pas optimales, eh bien, on propose parfois des jonctions. Si c'est de nuit, on va proposer un endroit où on est sûr de pouvoir se poser parce que c'est éclairé, et puis proposer de faire une jonction avec un moyen routier qui devra faire quelques kilomètres pour pouvoir rejoindre l'hélicoptère. Et ça permet toujours de gagner du temps, et c'est le principal intérêt dans le déclenchement de l'hélicoptère. Donc le départ en mission, généralement, ça se fait autour de 15 minutes pour une mission de jour et 30 minutes pour une mission de nuit. Prise de décision incluse, c'est-à-dire avec l'échange téléphonique, parce que cet échange téléphonique, ça prend quelques minutes. Le pilote, ensuite, il doit vérifier quelques paramètres, faire ce qu'on appelle des calculs de performance, il décolle pas comme ça. Pendant ce temps-là, le membre d'équipage, lui, va tout de suite hélicoptère pour terminer la configuration éventuelle. Et puis après, il faut bien le mettre en route, cet hélicoptère. Donc voilà, le décollage, 15 minutes de jour, 30 minutes de nuit, ce qui est quand même assez rapide. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo que j'ai prise lors d'une mission. Alors, je vais baisser un tout petit peu le volume. Donc, c'était une mission que j'ai fait il y a quelques années sur le SAMU de Marseille, à la Timone. Donc, c'est une mission au décollage de la Timone. Une mission primaire, donc une intervention directe sur un site. On va décoller de l'hôpital de la Timone. Et puis, on va partir pour aller rejoindre les îles du Frioul, qui sont de l'autre côté de la ville. Petite particularité, alors moi je suis à droite avec le casque en jaune, donc la caméra était accrochée derrière, et la personne à droite n'est pas un membre d'équipage technique, parce que la vidéo date de un peu plus de 5 ans maintenant, et à l'époque il n'y avait pas encore de membre d'équipage technique, donc c'est un médecin qui est à côté de moi. Voilà, donc j'ai accéléré un petit peu la vidéo, on a décollé, le décollage c'est un petit peu long, hein, c'est pas comme dans les films, on décolle pas en catastrophe d'un hôpital, on prend notre temps, parce que si jamais il y a la moindre panne, il faut qu'on puisse se reposer.
Et puis là, bah, j'ai accéléré la vitesse parce que bah, on survole la ville, ça prend un peu de temps, mais même si la ville est chouette et la météo est belle, bah, on se dépêche quand même pour aller là-bas. Et puis on rejoint les îles du Frioul, où nous attend bah, généralement des pompiers sur place pour pouvoir se poser. On fait toujours un petit tour avant de se poser pour pouvoir vérifier s'il n'y a pas de problème avant d'atterrir. Et puis on termine notre approche sur le site où généralement nous attendent des pompiers. Là c'est le cas devant. Alors vous entendez une petite vibration, c'est normal, c'est un hélicoptère C-135 qui vibre beaucoup, donc la caméra enregistre la moindre vibration parasite. Voilà, donc on termine notre approche et on va se poser sur les îles du Frioul et on aperçoit, vous voyez, les pompiers qui nous attendent sur le côté et qui vont en fait rapprocher l'équipe médicale du site d'intervention parce qu'en fait c'était dans des maisons et qu'on ne pouvait pas se poser juste à côté. Voilà pour le poser. On coupe le moteur, l'équipe va descendre et puis bah, c'est long. L'attente elle peut être très longue. Et là l'attente était tellement longue qu'en fait on y est resté bien 2 heures et on est rentré de nuit. Donc là cette fois-ci la caméra a été mise derrière. L'équipe médicale doit charger le patient de nuit avec le peu d'éclairage qu'il y a. On ne peut pas avoir plus de lumière que ça parce que dans l'hélicoptère, tant qu'on n'a pas mis en route, il n'y a pas d'éclairage. Voilà, on a chargé le patient et là on repart. Et de nuit derrière, voilà à quoi ressemble un hélicoptère. Il n'y a pas beaucoup de place. Il y a le patient, l'équipe médicale c'est un médecin et l'infirmier. Et puis on rentre, on voit la ville derrière. Bon, j'accélère un petit peu la vidéo. Voilà, on retourne à l'hôpital avec notre patient qui a été pris en charge. Et puis on va le ramener sur l'hôpital alors ici de la team. On va laisser l'hélicoptère faire son approche. Voilà, ça on approche. On aperçoit un petit peu des lumières de l'station. Bon, j'accélère les vitesses et puis bah on est au sol, on a allumé les lumières cette fois-ci de l'hélistation pour donner un petit peu plus d'éclairage, et puis on va sortir le patient, et on va terminer cette mission, et l'équipe médicale va descendre le patient dans le service de l'hôpital. Voilà pour cette mission. Alors, au retour de mission, nous, ça s'arrête pas là. C'est pas juste, on est posé, et puis la mission est terminée. Ça prend un petit peu de temps après la mission. On a le réarmement, ce qu'on appelle le réarmement de l'hélicoptère. Il faut remettre du carburant dedans, ça consomme beaucoup de carburant, il faut refaire le plein à chaque vol pour un hélicoptère, et puis il faut remettre de l'équipement médical à bord, parce qu'une fois qu'on a utilisé l'équipement, bah, il a servi pour un patient, il faut tout remettre en place et mettre un nouvel équipement, et ça généralement c'est de la charge du TCM, du membre d'équipage, c'est lui généralement qui s'en occupe. Et pendant ce temps-là, le pilote, il se tourne pas les pouces, il doit rédiger le compte-rendu de mission, il a énormément de papiers et de documents à remplir, et il y a à peu près, pour chaque mission, même si la mission fait 15 minutes, 20 minutes de vol, ou 2 heures, et ben il a à peu près 30 minutes de documentation à remplir et de compte-rendu à faire derrière. Ça, c'est la partie la moins sympathique. Mais parfois, il faut repartir tout de suite en mission. Voilà pour le déroulé de cette mission type de déclenchement en SAMU. Enfin, le dernier point que je voulais aborder avec vous pour ce début de soirée, c'est les dangers et l'aspect sécurité des vols de nos missions en SAMU qui sont quand même assez particulières. Alors le premier point que je voulais aborder avec vous, c'est le danger laser. Pourquoi le danger laser? Parce qu'aujourd'hui, et depuis maintenant, je dirais 6 ans à peu près, on est fréquemment soumis à des attaques laser. Alors, bien sûr, de nuit essentiellement, hein, même si ça peut arriver, alors pas de jour, mais à la tombée de la nuit, pas forcément en pleine nuit. Mais en tout cas, voilà, des attaques laser, essentiellement en zone urbaine. Ça peut arriver également en zone, en pleine campagne. J'ai déjà été attaqué lors des fermes par des projections laser qui venaient de fermes, mais c'est essentiellement en zone urbaine. Je vais vous montrer une vidéo. C'est moi qui l'ai tournée il y a quelques années, et c'est vraiment la façon dont on se fait allumer au laser. On voit le faisceau de départ. Vous allez voir, c'est assez... Voilà, vous voyez le flash, j'ai fait un arrêt sur image, c'est pour que vous imaginiez ce que le pilote prend dans les yeux, en fait, comment il se fait éblouir. Alors bien sûr, quand là on s'est fait attaquer, en fait, on ne peut pas se faire éblouir, hein, c'est pas mais si on se prend le faisceau dans les yeux, voilà vraiment la conséquence
c'est vraiment ce gros flash vert qui vient alors nous éblouir et potentiellement derrière nous dégrader la rétine. Alors dégrader, ça peut être temporaire, c'est-à-dire on peut avoir une baisse de nos facultés visuelles pendant quelques minutes, ce qui peut être vraiment une contrainte pour le vol. Et puis derrière, il peut y avoir des conséquences médicales sur l'œil. Donc c'est vraiment un danger important. Il faut savoir qu'une attaque au laser est classée en termes pénal du même niveau qu'une attaque avec une arme. En fait, j'ai eu l'occasion de déposer plusieurs fois plainte pour des attaques au laser, et c'est du même classement. Et il y a déjà eu des sanctions, mais c'est très compliqué de retrouver les auteurs et de retrouver, même si on a le point de départ, c'est très très compliqué de retrouver les auteurs parce que il faut retrouver le désignateur laser en fait. Et s'ils ne le trouvent pas, ils peuvent pas arrêter la personne. Le deuxième grand danger, c'est les heures de volatile. Effectivement, on vole forcément pas extrêmement haut, même s'il fait beau, on n'est jamais à des altitudes très hautes. Et fréquemment, et encore très récemment, quand je dis très récemment, c'était la semaine dernière, un hélicoptère sanitaire, alors c'était pas en France, je crois que c'est un voisin italien qui avait pris cet oiseau, on pris un oiseau, et là, vous voyez, celui-là, cette photo a été prise il y a 1 an et demi. Vous voyez, quand l'oiseau, alors je peux pas on le voit sur la droite, c'est un oiseau de taille moyenne, mais quand il tape la bulle, sur le type d'hélicoptère sur lequel nous volons, en fait, il n'y a pas de certification pour protéger contre les oiseaux. Donc l'oiseau pénètre dans la bulle et dégrade le cockpit, vient éventuellement peut taper sur le pilote ou les personnels qui sont à bord. Donc c'est pour ça qu'on porte la plupart du temps des casques. Alors c'est pas le cas de tous les opérateurs, mais en tout cas c'est le meilleur moyen de se protéger, porter un casque avec une visière baissée. En tout cas, c'est un danger qui est pas négligeable et qui arrive assez régulièrement. Voilà là, ce que ça donne sur le casque, et on est très content d'avoir un casque. Le troisième danger, forcément, qui est pas non plus anodin, à partir du moment où on va se poser dans des zones qui sont pas certifiées, on ne se pose pas forcément sur les aéroports, on va se poser dans des stades, dans des champs, on va voler un peu plus bas parce que on a le droit de voler plus bas si la météo si la météo se dégrade. C'est le danger des obstacles, des lignes, des câbles, et il arrive qu'on percute et qu'on accroche un câble avec le rotor, ou qu'on coupe un câble avec un coupe-câble à l'avant de l'hélicoptère. Ça arrive assez fréquemment. Alors, les conséquences, elles peuvent être plus ou moins graves. Ça va dépendre de la taille du câble, parce que plus le câble est gros, plus il fait de dégâts à l'hélicoptère. Donc voilà, c'est un danger assez important. On peut voir d'ailleurs sur la photo de gauche au niveau du début de la pale qu'elle est bien noircie, et en fait l'hélicoptère s'est fait foudroyer par l'électricité de la ligne de tension qui l'a coupé. Un autre danger, et là qui est beaucoup plus récent, c'est le danger drone. Et les drones, ça représente un réel danger depuis, je dirais, environ 3-4 ans, 3 ans à peu près. Donc on a quelques vidéos qui ont été publiées sur le sujet. Moi, j'ai extrait une vidéo d'une série de la BBC. Pourquoi cette série de la BBC? Parce que c'est une série hospitalière. Parce qu'ils ont ils ont présenté un accident d'hélicoptère lié à un drone. C'est extrêmement pédagogique. C'est tourné sous un peu à la façon Hollywood, puisque c'est une série. Et je vais vous la présenter, c'est assez frappant. J'aime beaucoup la fin. Voilà.
Voilà. Et c'est ça qui était important en fait. Alors c'est choc, hein, c'est une vidéo choc, mais c'est fait pour marquer les esprits et c'est aussi fait pour rappeler aux plus jeunes ou à ceux qui achètent des drones, des petits drones et qui connaissent pas la réglementation, qu'il y a un vrai danger d'utiliser un drone, un vrai risque, que dans des zones urbaines on peut avoir des hélicoptères, mais pas que dans les zones urbaines, et que un drone qui percute un hélicoptère, c'est un obstacle. Et malheureusement, c'est pas toujours l'hélicoptère qui gagne. Et voilà, donc il y a un vrai danger par rapport à ça. Donc je trouve que cette vidéo est très pédagogique, même si elle est assez choc. Le dernier point, on est au niveau sécurité que je voulais aborder, c'est la prise de décision. Pourquoi? Parce que en fait, c'est le facteur humain est finalement un des risques les plus importants et le facteur le plus important dans les accidents. C'est-à-dire que on est soumis à une pression très importante, les pilotes en SAMU, sur le déclenchement d'émissions, sur les contraintes météorologiques, la pression parce qu'on assure quand même une mission de service public, une mission qu'on pourrait qui a une vocation. Alors ça n'est pas classé en secours, mais ça reste du secours pour l'image des gens. Et puis, on se pose dans des zones assez particulières avec des risques, on se pose sur des routes, on se pose dans des zones où parfois il y a des obstacles, donc il y a un vrai danger. Mais tout est lié en fait à la décision humaine, donc il y a beaucoup d'accidents qui sont liés en fait à la décision humaine. J'ai deux petites vidéos que je vais vous présenter rapidement. Alors la première, je vais baisser un petit peu le son. Voilà, c'est pas tourné en France, mais c'est pas grave, ça pourrait très bien être sur un petit terrain ou un aéroport français. Et puis c'est un hélicoptère qui a fait sa mission, ou qui rentre d'une mission, qui a forcé la météo. Et là, la visibilité, elle est de l'ordre de 300 mètres peut-être. Et l'hélicoptère, il rentre, on l'entend rentrer, et il vient se poser. Et c'est vraiment un hélicoptère sanitaire, et peut-être qu'il s'est retrouvé bloqué, il a accepté une mission alors que la météo n'est pas très favorable, et c'est des gars. Et il a poursuivi, et tout se passe bien pour lui, il rentre, mais n'empêche que le risque était là. Et ça, c'est pas du tout anodin. Le deuxième exemple, c'est une autre vidéo qui est assez intéressante. Alors je vais aussi baisser le volume pour pas que ce soit trop fort, mais elle est intéressante parce que c'est un hélicoptère de la DAC, donc les mêmes missions qu'on peut faire en SAMU. Et il s'est posé à l'entrée du garage, devant chez les gens. Il n'a pas du tout respecté les dimensions minimales qui sont notifiées dans le règlement. Alors il l'a peut-être fait sous la pression parce qu'il y avait vraiment une urgence médicale et qu'il fallait vraiment y aller. Et il a choisi de le faire, c'est sa décision, c'est ce qu'on appelle la prise de décision. Mais n'empêche qu'il s'est posé dans une zone qui est extrêmement restreinte, donc avec un risque énorme pour les tiers. Et puis là, le pilote, il est en route, et ce qu'on peut voir, c'est qu'il a même lancé la mise en route de l'hélicoptère, et en fait, il n'est pas du tout en train de surveiller la mise en route de l'hélicoptère, il va fermer sa porte, il va mettre son casque, il va régler ses lunettes, et là, il s'intéresse pas du tout à l'hélicoptère qui est en train de se mettre en route, il n'est pas du tout en fait attentif à éventuellement un problème qui pourrait intervenir lors de la mise en route. Alors que en fait, un hélicoptère qui est en route, c'est pas anodin, c'est pas une voiture. Il y a des températures qui vont très haut, hein, des températures sur les moteurs, donc ça chauffe très vite et pourrait très bien y avoir un début d'incendie. Mais voilà, le pilote il est pas très attentif à ça. Alors bon, j'en profite, c'est un hélicoptère allemand, c'est pas produit en France, n'empêche que il a mis en route, personne n'assure la sécurité autour, la voiture qui est derrière, elle pourrait très bien vouloir s'engager dans l'allée, personne n'assure la sécurité, personne ne vérifie que l'hélicoptère va décoller, il n'y a pas de policier qui pourrait éventuellement sécuriser la zone. Je vais avancer un petit peu, parce que bon, la mise en route c'est assez long sur un hélicoptère, hein, faut prendre du temps de mettre tous les systèmes en marche. Puis une fois qu'il est prêt, voilà, on va se rendre compte que le souffle dégagé par l'hélicoptère il est énorme. Et là, je suis convaincu que lors du décollage, il y a forcément des dégâts. Parce que à partir du moment où on décolle dans une zone comme ça, on voit le souffle, on voit les morceaux, les feuilles, il y a des cailloux qui doivent voler, il y a des choses qui doivent taper dans les fenêtres, qui doivent taper s'il y a des voitures garées pas loin. Là, c'est de la prise de décision.
pas de problématique technique, pas de problème de météo. C'est juste la décision du pilote et les risques pris par le pilote parce que c'est une mission sanitaire avec une certaine pression médicale derrière, la volonté de vouloir bien faire. N'empêche qu'il y a une prise de risque et derrière, potentiellement des accidents qui peuvent se produire. Voilà pour ce dernier danger. Bon, j'espère avoir à peu près tenu le délai, pas avoir été trop rapide non plus parce que ça va vite, hein, on a laissé 45 minutes pour parler. Après, il y a des questions, donc je vais passer la main pour que les questions puissent apparaître et que je puisse y répondre. Voilà. J'espère en tout cas que cette partie de présentation vous a plu, que c'était pas un peu trop rapide, mais c'est un grand sujet. En effet, je vais laisser Mickaël. Ouais, Mathieu, merci pour cette conférence, merci pour toutes ces informations. Et en effet, alors, est-ce que tu peux J'arrête, c'est ça. arrêter le partage de ton côté? Bien sûr. Voilà. Je te remercie. Je fais la même chose de mon côté. Et voici les quelques questions. Il y en a eu, hein? Ouais. Alors, première question de M. Michel Aguilar. Y a-t-il une compétition entre l'hélicoptère et les drones qui arrivent à grandes enjambées? Alors, pas dans le domaine sanitaire. En tout cas, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui parce que pour tout simplement pourquoi? Parce que il n'y a pas de drone il n'existe aujourd'hui pas de drone qui soit capable de transporter un patient et la législation ne permet pas de transporter des gens sans avoir un pilote à bord. Donc pour le transport sanitaire aujourd'hui il n'y a pas cette compétition entre hélicoptère et drone. La question suivante. Alors, il y a eu deux questions en fait. Oui. J'ai eu quelles sont les principales différences entre l'HEMS en Europe et aux USA, de Marc Gaillet, une seconde question de Marc Jouan. En Europe, bimoteur obligatoire en comparaison des USA pour l'utilisation. Oui. Alors, forcément, les règles ne sont pas les mêmes en Europe et aux USA. Alors, j'ai pas abordé les différences j'ai abordé les différences très rapidement entre les États membres, mais j'ai pas abordé les différences avec les USA. Les USA, le règlement d'exploitation des aéronautiques, des hélicoptères, n'est pas très spécifique. Il n'y a pas des normes extrêmement spécifiques pour les opérateurs EMS. Et les règles sont beaucoup plus allégées qu'en Europe. Effectivement, alors, sur cet aspect bimoteur, il n'y a pas d'obligation aux États-Unis d'utiliser du monomoteur, y compris en zone urbaine. En fait, en Europe, la particularité, c'est qu'en zone urbaine habitée, c'est obligatoire pour pouvoir se poser en bimoteur. C'est pour ça qu'on utilise, les hôpitaux étant principalement dans les zones urbaines, on utilise donc du bimoteur. Aux USA, c'est pas le cas. Alors ça veut pas dire que le monomoteur n'est pas bien. C'est une question de normes, de perception. Voilà, c'est un vaste débat cet échange entre les monomoteurs et les bimoteurs. En termes de réglementation, c'est comme ça. En Europe, zone urbaine, il faut du bimoteur et de nuit également. Aux USA, une autre particularité, c'est que il n'y a pas de contrat, il n'y a pas cette organisation du système de positionnement géographique des hélicos, de contrat. C'est un petit peu ce qu'on appelle une foire à la mission. Quand j'appelle ça une foire à la mission, c'est-à-dire que un hôpital qui a besoin d'une intervention va appeler l'opérateur qu'il connaît ou le plus proche, va lui demander s'il peut y aller. S'il peut pas, eh ben, il va en appeler un autre. Et s'il peut pas, il va en appeler un autre. Et il va appeler jusqu'à ce qu'il en trouve un qui accepte la mission. Ça veut dire aussi que si la météo est pas bonne, le premier le pourra avoir refusé pour des raisons météo et pas simplement parce qu'il n'est pas disponible. Le deuxième peut avoir refusé pour des raisons météo parce qu'il connaît bien le coin. Et, voilà. Et le troisième, qui connaît un petit peu moins la région ou qui peut-être a commercialement des difficultés financières, va accepter la mission et il va se retrouver en grande difficulté météo. Et le taux d'incidents et d'accidents en mission sanitaire aux États-Unis, il est énorme. Par rapport à l'Europe, il est vraiment énorme.
On a encore eu récemment des accidents avec des hélicoptères monomoteurs qui ont eu des accidents sur le toit des hôpitaux. On a vraiment un taux d'accident qui est énorme. On a en fait un système de gestion de la sécurité, ce qu'on appelle le système AGS, qui est pas du tout implémenté aux États-Unis comme en Europe. Et aujourd'hui, on a une guerre en fait entre le bureau d'enquête accident américain et la fédération de l'aéronautique, la direction de l'aviation civile américaine, la FAA, parce que le bureau d'enquête accident américain, le NTSB, se bat pour que les normes les normes de sécurité augmentent, ce que ne souhaite pas la FAA parce que les opérateurs font pression. Voilà pour ça. Merci. Une question de Marc Jouan. La classe de PERF 2 est-elle toujours une dérogation pour départ-destination d'un site intérêt public? Oui, alors pour les classes de performance, effectivement, donc les classes de performance, c'est les limitations de masse et de capacité opérationnelle de l'hélicoptère, pour ceux qui ne connaissent pas. Un site d'intérêt public, c'est un hôpital qui possède une hélistation historique, qui est plus en état, mais dont on a vraiment besoin d'utiliser. Oui, on utilise toujours de la CP2 sur un SIP. De toute façon, on ne peut pas poser autrement qu'en CP2 sur un SIP. Merci. Une question de Hugo Luc. Jamais. On ne peut jamais faire le plein d'un hélicoptère sanitaire. C'est-à-dire que il y a une centaine de kilos d'équipements médicaux à bord d'un hélicoptère sanitaire. Cette centaine de kilos d'équipements médicaux fait que c'est compliqué de faire le plein, surtout si on doit décoller du toit d'un hôpital. Alors quand on est basé sur un aéroport, ça peut arriver, il y a quelques SAMU qui ont leur hélicoptère basé sur un aéroport, et du coup c'est un peu plus facile parce que quand on décolle d'une piste, on a des performances qui sont différentes et du coup on peut partir avec le plein max, mais ce qui n'est pas le cas du toit d'un hôpital. C'est donc 90% des cas, le réservoir est au mieux aux 3/4 plein, au mieux. Donc on fait souvent le plein en cours de mission. Et comment réaliser un masse centrale dans les normes d'aéronef si on est trop chargé au deuxième décollage? Eh ben on n'est pas trop chargé au deuxième décollage, c'est-à-dire que on prévoit avant de partir chaque décollage, le calcul de masse et centrage dès le départ. Dès le départ, on sait à quelle masse on va décoller sur site. On le recalcule avant de repartir, mais on le sait dès le départ. C'est-à-dire qu'on utilise des tableaux et on sait dès le départ à combien on sera. Et si on n'est pas bon, on ne fait pas l'émission. Ça m'est déjà arrivé de refuser l'émission parce qu'on n'était pas bon, parce que le patient était trop lourd. Ça m'est arrivé de refuser des missions parce que le patient était trop lourd. Ou parce qu'il faisait trop chaud dehors et que l'hélicoptère n'était plus assez performant. Merci. Une question d'Ekaterina, donc j'ai pas ce nom de famille, désolé. Avez-vous des accidents en tête? Bien sûr, plein, mais je vous en ai présenté. Donc tous ceux que je vous ai présentés me sont arrivés. Je me suis fait éblouir plusieurs fois au laser, j'ai porté plainte. Je me suis pris les oiseaux. J'ai de la chance, ça n'a pas pénétré, donc je vole toujours visière baissée, mais j'ai dû me poser en urgence sur l'aéroport de Marseille, de Marignane, de Marseille. J'ai eu des météos difficiles avec des prises de décision difficiles. J'ai déjà soufflé des choses, leur déposer, et j'ai abîmé des voitures, comme tout le monde. Voilà. Donc oui. Oui. Excusez-moi, simplement une petite précision. En fait, ma question portait surtout sur les drones. Est-ce que vous avez en tête des accidents ou des incidents qui impliquent des drones? En mission SAMU en France, alors pas SAMU, enfin là comme ça en tête au premier abord, pas en SAMU. Par contre, il y a un événement qui s'est produit il y a 3 ans qui avait défrayé la chronique. C'était un hélitreuillage au Sable d'Olonne sur un cargo, et il y a quelqu'un de la plage qui a fait partir un drone pour aller filmer l'hélicoptère de la sécurité civile en train de faire l'hélitreuillage sur le cargo. Et le drone a gêné et a mis en danger l'hélicoptère de la sécurité civile, et ça a coûté cher au type sur la plage. Alors ça, c'était plutôt un commentaire lié à la partie drone de la part de Marc. Drone, scénario 3, zone peuplée, hauteur max 120 mètres. Alors, je suis pas un spécialiste de la réglementation drone. Scénario 3, zone peuplée, je suis désolé, c'est pas un règlement que je maîtrise. Je sais que dans certaines zones, il peut monter jusqu'à 160 mètres
sans autorisation spécifique, ce qui est énorme déjà. Je sais, là, je peux pas, je suis désolé, j'ai pas la réponse. Par contre, il y a un guide sur le site, vous tapez guide drone, il y a la DESA qui a sorti un guide pour les usagers, pour ceux qui ne savent pas, qui est très bien fait, justement pour les non-professionnels, qui est très très bien fait. Vous tapez sur Internet, vous trouverez. On va encore prendre une ou deux questions. On va se donner jusqu'à 19h45, puisqu'on est déjà hors du temps. Question de Marc Rayet. Qu'en est du rapport accident-crash, pardon, EC 145 sur la Côte Bleue? Écoutez, il est sorti la semaine dernière. C'est un hélicoptère d'État, donc c'est des normes qui sont pas les mêmes que pour les hélicoptères civils. Hein, je vous l'ai présenté tout au début. Réglementation de circulation aérienne militaire, des normes d'exploitation qui sont celles de la sécurité civile, des prises de décision qui sont celles des pilotes celles de pilotes militaires, parce que même si ce sont des pilotes civils, ils volent avec une licence militaire sur les aéronefs immatriculés par l'État. Et donc c'est l'État qui couvre, donc c'est vraiment c'est une exploitation spécifique avec ses risques, parce que du coup c'est une exploitation qui est beaucoup plus risquée, parce que la prise de risque est beaucoup plus importante du fait que ce sont des hélicoptères d'État. Alors, j'ai pas eu le temps parce que pas mal de questions sont arrivées justement pendant le question-réponse. Donc, je vais te les donner à l'oral, Mathieu. Ouais. Avez-vous le temps de faire une visite pré-vol? Oui, absolument. Le matin, la première chose qu'on fait, on arrive le matin, avant même de prendre le café, on va à l'hélicoptère et on vérifie l'hélico. On fait la visite pré-vol le matin. C'est-à-dire qu'on la fait le matin. Et avant de décoller, on fait simplement le tour pour vérifier que les capots, que tout soit fermé et qu'il n'y ait pas un objet qui traîne, des choses comme ça. Mais le matin, on fait la grosse visite de l'hélicoptère. Alors, une question d'André Morin. Je pense que tu as peut-être un petit peu répondu sur la question sur le 145. C'est « Et les pompiers ?» point d'interrogation. Et les pompiers. Ah oui, exact. Non, si, c'est une bonne question. J'ai pas abordé le sujet, c'est une mission un peu à part. Les pompiers, l'été, louent des hélicoptères à des compagnies privées pour faire de la surveillance de feu. Effectivement, je l'ai pas abordé, c'est une bonne question. Je le rajouterai si je devais refaire la présentation. C'est des hélicoptères privés et ce sont des missions de transport public ou de travail aérien. C'est-à-dire que c'est une norme de travail aérien, la mission d'observation. Et voilà, c'est des compagnies privées, c'est un contrat, généralement c'est des contrats pour l'été, pour 3-4 mois, voilà. C'est pas du secours, attention, ils font pas du tout c'est pas du tout du secours, c'est de la surveillance, c'est une mission de surveillance. Une question de Baptiste Vesquen. Comment sont gérées les indisponibilités suite à la maintenance hélico? Et bien en fait, il y a toujours, alors à partir du moment où c'est programmé ou pas programmé, il y a obligatoire, l'opérateur dans son contrat a obligatoirement un hélicoptère de backup, de secours, un hélicoptère de réserve qu'il doit mettre à disposition. Donc quand c'est programmé, l'hélicoptère il arrive avant, il y a un changement de machine, ça se fait bien, c'est transparent pour le SAMU. Quand c'est pas programmé, en fait, l'hélicoptère il est en panne, donc il y a un délai d'indisponibilité qui, si la panne est réparable, c'est juste la durée de réparation, ça peut être de 2-3 heures. Et si c'est supérieur si c'est supérieur à, je crois que c'est 8 heures, on fait venir un hélicoptère de l'extérieur. Mais il peut arriver que sur une journée, malheureusement, à cause d'une panne qui n'était pas prévue, l'hélicoptère soit pas disponible. Ensuite, une question de Xavier Hart. Est-ce que les vols SUMH peuvent se faire avec les lunettes de vision nocturne? Alors, oui, c'est-à-dire que le règlement européen autorise les vols de transport public de passagers, pas que les SNUH, avec des jumelles de vision nocturne. La problématique, c'est un règlement français. En France, les jumelles de vision nocturne accrochées à un casque de pilote sont considérées comme une arme de guerre. Ça, c'est un classement spécifique à la France, ce qui n'est pas forcément le cas c'est pas le cas en Allemagne, c'est pas le cas en Italie, ils n'ont pas ces problématiques-là. Aujourd'hui, il y a une espèce de dérogation, ça a pris beaucoup de temps, qui a été accordée par le ministère de l'Intérieur pour autoriser la détention de jumelles de vision nocturne pour les opérateurs qui ont des contrats avec les hôpitaux lors des missions SAMU. La problématique, ça reste une problématique économique, c'est-à-dire que mettre en œuvre un hélicoptère qui est agréé, certifié pour faire des JVN, acheter des JVN, ça a un coût. Donc les opérateurs, il n'y a pas de problème pour les mettre en œuvre, mais aujourd'hui, au niveau des hôpitaux, c'est supporter ce coût de mise en œuvre, c'est pas encore fait. Donc on a des expérimentations actuellement, on doit avoir 3 expérimentations en France, mais ce n'est que de l'expérimentation.
Donc, un commentaire et un remerciement de Marc Munier côté Airbus Helicopters. Et comme on disait hier soir en préparation de cette conférence, Monsieur Munier est très intéressé justement pour échanger avec vous directement, et parce que le nombre de questions est quand même assez important côté Airbus Helicopters. Ils sont très intéressés pour vous rencontrer, donc on vous mettra bien évidemment en relation. Je suis à 30 minutes de chez vous. Voilà, c'est pas très long. Et en voiture ou en vol? Alors, en vol, c'est compliqué parce qu'on n'a pas d'hélistation en centre-ville de Marseille, même si j'aimerais bien en avoir une. Question d'André Morin. Hélitreuillage, quels sont les maxima vent sur les machines actuelles? Alors, pas en hélitreuillage. Alors, hélitreuillage, c'est pas du SMUH. Donc, en hélitreuillage, je peux pas vous donner la limitation de vent. Les limitations de vent sur un EC135, c'est 50 nœuds, mais on va pas accepter une mission à 50 nœuds en mission sanitaire. Pour exemple, à Marseille, à partir de 40 nœuds, avec Mistral 40 nœuds, on arrête les missions. Et en vent d'Est, c'est 35 nœuds parce que ça passe au-dessus des montagnes et que c'est extrêmement turbulent. En fait, la problématique du vent sur certaines machines, particulièrement ces 135, 145 qui sont des rotors rigides, c'est que c'est même plus inconfortable, c'est insupportable pour l'équipe médicale ou le patient. Et à titre d'exemple, il m'est arrivé un jour de faire une mission avec 45 nœuds de vent. J'ai prévenu l'hôpital, je lui ai dit que je pouvais techniquement la faire parce que j'étais dans les normes et que ça allait être insupportable pour l'équipe, et l'équipe a forcé pour y aller. Et quand je me suis posé sur une plage au nord de la Côte Bleue, enfin en Camargue, le médecin a été mis sous perfusion. C'est pour vous dire que voilà, ça a tapé fort. Alors, bonjour. Pouvez-vous nous dire quel est l'appareil, à vos yeux, le mieux adapté à la mission SAMU, qui pourrait être amélioré sur les hélicos réalisant ces missions SAMU? Une question de Laurent Félix. C'est compliqué. C'est compliqué à répondre. Avec c'est du monde. C'est compliqué à répondre. Pourquoi? Parce que y a plein de choses. Qu'est-ce qui fait la caractéristique, la qualité principale d'un hélicoptère, d'un bon hélicoptère de SAMU? C'est une cabine arrière grande, spacieuse. Ça, c'est important parce qu'une équipe médicale, ils ont plein de matériel, et plus il y a de place, plus ils veulent en mettre. Pour eux, c'est une ambulance, donc il faut beaucoup de place. Ça, c'est important. Et de la puissance. De la puissance quand il fait chaud. Donc ça veut dire que pour avoir de la puissance, il faut une bonne motorisation. Et en fait, il faut pas forcément beaucoup d'optionnels. Donc aujourd'hui, en fait, on a des hélicoptères qui peuvent être très modernes, très puissants, type C145 T2, qui sont aucun problème de puissance. Mais finalement, il y a tellement d'équipements qu'on va en utiliser un dixième en SAMU. Maintenant, Agusta fait des machines équivalentes. Je vais pas vendre une machine, je suis pas là pour ça. Moi, je vole sur OC135, j'ai vu toutes les générations. Voilà. Je vous dis, la bonne caractéristique, c'est une grosse cabine c'est de la bonne performance dans toutes les conditions, y compris quand il fait chaud. Alors, Lilou et Marc posent deux questions, je vais les grouper. Comment gérez-vous le stress vis-à-vis de la responsabilité? Ça, c'est pour le stress. Et deuxième question, est-il possible de faire ce métier après avoir obtenu un diplôme d'ingénieur, et comment? Alors, le stress d'abord. Alors, le stress, c'est difficile. C'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'en fait, le stress, il est lié à la mission. Mais en fait, le stress, il est aussi lié à la pression des équipes médicales. C'est très compliqué de travailler dans les hôpitaux parce qu'en fait, ils ont une vision de la mission qui est celle du secours, et nous, on a une vision de l'hélico qui est celle de la sécurité des vols. Et c'est parfois incompatible. Et j'ai vu, ça peut être très difficile, la pression qui est mise. Ça m'est arrivé plusieurs fois de refuser des missions parce que ça passait pas en termes de performance, de météo, ou de simplement d'horaire, parce qu'il y a un moment, quand on a fini notre journée de 12 heures et que c'était notre journée de 12 heures et pourtant on n'a pas volé, et ben on n'a pas le droit de décoller. C'est-à-dire qu'à 13 heures, on veut nous appeler, on n'a pas le droit de décoller. On est en phase de repos. C'est une norme, c'est comme ça. Ça, parfois, il y a certains hôpitaux qui ont du mal à comprendre. Et donc, la pression est assez difficile. Et la gérer, j'allais dire, c'est individuel. Il faut décrocher quand on a fini. En plus, on fait des semaines en SAMU, on fait des 7 jours. Quand on a des semaines de repos derrière, il faut vraiment décrocher.
parce que ça peut être très compliqué. Mais voilà. Pour le métier, Pour le métier, voilà. ça n'a rien à voir en fait avec les qualifications. C'est juste, il faut être pilote professionnel et avoir plus de 1000 heures de vol. Honnêtement, aujourd'hui, en termes de pilote SAMU, je connais pas de pilotes qui sont embauchés à moins de 2000-2500 heures de vol, à moins de 100, entre 100 et 200 heures de nuit. Et voilà, donc c'est 80% de pilotes issus des forces armées, mais pas que. Mais il faut avoir déjà un certain bagage de pilote. Alors, une question de Jocelyn Petiot. Avez-vous des entraînements en réalité virtuelle pour prendre en compte les obstacles, relief, câbles, zones arborées, etc. Non, non, non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas de simulateur VR aujourd'hui sur les hélicoptères sur lesquels on opère. Le premier simulateur VR homologué, c'était il y a 2 jours ou 3 jours, enfin, ou fin de semaine dernière, c'était un R22 chez les Suisses, VR Switzerland. C'est tout début de la VR, donc non. En France, on n'est pas très en avance au niveau simulateur de vol hélicoptère pour la gamme sur laquelle on vole, c'est-à-dire le C135, le C145. Le C145, il n'y en a pas en France, le C135, il n'y en a qu'un. Et par contre, les Allemands, à titre d'exemple, la DAC a un simulateur pour lequel ils s'entraînent à faire les missions, un simulateur qui est dédié à la prise en compte des missions, pas tant au réalisme du pilotage, mais plutôt au côté environnement, comment je me pose, voilà, la mission en elle-même. Donc ça, c'est pas mal. Voilà. Donc le simulateur, moi, je suis à fond pour, ça se développe, mais voilà, c'est pas encore le top pour nous. Alors ensuite, il y a encore des questions qui arrivent, hein, donc malheureusement. Dernière. Voilà, allez. Alors, ce que je veux dire, ce que je vais en profiter quand même à l'oral, tu as énormément de remerciements pour la qualité de la présentation, pour toutes les informations. Donc, j'enregistre, je copie tout ça et je t'enverrai tous ces remerciements par mail. Ça, c'est évident. Alors, qu'est-ce qu'on en était au niveau des entraînements réalité virtuelle? Donc, la dernière. Alors, est-ce que les hélicoptères prennent en compte le design utilisateur dans leur nouvelle conception? Alors, je vais répondre, on va dire à titre personnel, d'accord? Je vais pas parler pour les pilotes. J'ai envie de dire non. Pourquoi? Parce que les personnes qui développent l'hélicoptère ne sont pas des gens qui font des opérations avec. Donc le côté ultra pratique et ergonomique n'est pas la même perception, n'est pas vu. Enfin, on n'a pas la même perception quand on fait des opérations, même en transport public standard ou en mission SNUH, par rapport à des gens qui font des vols d'essai. C'est pas du tout la même perception. Voilà. Donc quelque part, non, on sait pas où ranger nos affaires, on sait pas le pilote, il sait pas où ranger ses affaires. Pour fermer une porte sur un EC135, il faut 2 mains. C'est des détails, hein, mais voilà. Voilà. Eh bien, il y a quand même encore quelques questions qui